Salut à tous et bienvenue sur la parasito avec Céline. Dans cette vidéo, on va parler d'une technique de diagnostic très fréquente pour rechercher et identifier les parasites sanguins. C'est le frottis sanguin. On va voir ensemble son principe, ses principales étapes, son rôle dans le diagnostic, ainsi que quelques exemples de parasitoses qui peuvent être détectés grâce à cette technique. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Le frottis sanguin est une technique qui consiste à étaler une fine couche de sang sur une lame, puis la colorer afin d'observer les éléments sanguins et les éventuels parasites au microscope. Donc, comment préparer un frottis sanguin? Tout d'abord, on doit commencer par le prélèvement. Donc, le prélèvement, soit un prélèvement veineux directement à partir de la veine, soit à partir du doigt. Donc, on va piquer le doigt pour avoir une petite goutte du sang. Donc, le prélèvement doit être effectué soit à l'aide d'un cathéter ou bien une épée crânienne stérile, bien sûr. Puis, on va récupérer notre prélèvement sanguin dans un tube EDTA du bouchon violet. Après d'avoir récupéré notre échantillon sanguin, on va déposer une goutte fine sur une lame et on va l'étaler à l'aide d'une autre lame pour avoir un frottis fin. Une fois le frottis est réalisé, après l'étalement, il va subir un séchage à l'air libre. On va laisser sécher complètement le frottis à l'air libre, à plat et à l'abri de la poussière. Une fois notre frottis c'est bon et prêt, on va commencer l'étape de la coloration. Donc, la coloration utilisée dans le frottis sanguin, c'est une coloration double, c'est la coloration MGG May-Granwell GMSA. Elle commence toujours par l'application de 8 à 15 gouttes de premier colorant May-Granwell uniformément sur le frottis sec afin d'assurer une couverture complète. Puis, on va laisser le premier colorant reposer pendant 3 minutes. Après ces 3 minutes, on va ajouter 15 gouttes d'eau distillée et laisser reposer la lame pendant 2 minutes. Ensuite, on va rincer la lame sous un léger jet d'eau afin d'éliminer le colorant. Donc, le rinçage dans ce cas-là, c'est pour éliminer l'excès de colorant. Donc, après ce rinçage, on doit appliquer 6 à 10 gouttes du deuxième colorant, c'est le GMSA, et les laisser incuber pendant 10 minutes. Puis, on va le rincer à nouveau, la lame, sous un léger jet d'eau, toujours pour éliminer l'excès du colorant. Après d'avoir fini l'application des deux colorants, on va laisser notre lame sécher à l'air libre, toujours en position inclinée. Après avoir essuyé le dessous avec une serviette en papier ou bien un essuie-tout, c'est tout dépend le matériel présent au laboratoire. Sans la recouvrir d'une lamelle, on va l'observer à un grossissement de 40 puis de 100 en ajoutant de l'huile à immersion. Donc voici les étapes principales utilisées pour la coloration en MGG. Et cette coloration permet de mieux visualiser la morphologie des parasites et de faciliter leur identification au microscope. Mais généralement, dans les cas où le malade n'est pas infecté, il ne présente pas des symptomatologies de parasitose sanguine, donc le frottis peut être utilisé juste pour connaître la composition de sang. Le frottis sanguin constitue donc un examen important pour rechercher et identifier plusieurs parasites sanguins, notamment
Plasmodium spp, les Babesia, les trypanosomes et certains microfilaires. Donc, ils permettent principalement de confirmer la présence d'un parasite dans le sang en observant directement sa morphologie, orienter l'identification de l'espèce notamment pour les différentes espèces de plasmodium responsables du paludisme, reconnaître les différents stades parasitaires comme les trophozoïtes, les schizantes et les gamétocytes de plasmodium, évaluer la parasitémie, c'est-à-dire la proportion de globules rouges infectés. Cette donnée est particulièrement importante dans le paludisme, notamment lors des infections à Plasmodium falciparum, car elles permettent d'apprécier la gravité de l'infection. Ils nous permettent aussi de suivre l'évolution de l'infection sous traitement en comparant la parasitémie avant et après la mise en place du traitement. Donc, je vous donne quelques exemples des principales parasitoses sanguines diagnostiquées par le frottis sanguin. Donc, les principales parasitoses sanguines pouvant être recherchées à l'aide d'un frottis sanguin sont le paludisme, la babésiose, la trypanosomiase et certains filaroses, où l'examen repose sur l'observation microscopique d'un échantillon de sang, généralement après une coloration, notamment la coloration MGG, afin de visualiser directement les parasites ou leurs formes circulantes. On commence par le paludisme. Donc, comme vous savez, le paludisme, c'est une parasitose à transmission vectorielle, c'est une parasitose sanguine. Donc, le paludisme est la parasitose sanguine la plus fréquemment recherchée par le frottis, où le frottis permet d'observer les différentes formes de plasmodium à l'intérieur des globules rouges, notamment les trophozoïtes, les schizantes et les gamétocytes. Ils permettent également d'orienter l'identification de l'espèce responsable et d'estimer la parasitémie parce que les formes des espèces de paludisme sont différentes. La goutte épaisse est cependant plus sensible lorsque le nombre de parasites dans le sang est faible, tandis que le frottis mince permet une meilleure observation de la morphologie des parasites et facilite leur identification. Donc le deuxième exemple, c'est la babésiose. Quand vous voyez dans ce tableau, c'est les différents stades ou bien les différents types de babésie. Donc la babésiose causée par des parasites du genre Babesia peut également être diagnostiquée par le frottis sanguin. Les parasites sont observés à l'intérieur des globules rouges. Ils peuvent parfois présenter une disposition caractéristique en stade appelé croix de Malte. Cependant, certaines espèces de Babesia peuvent ressembler aux parasites du paludisme. Dans certains cas, une confirmation par PCR ou bien sérologie peut donc être nécessaire pour faire la meilleure identification du parasite. Le troisième exemple, c'est les trypanosomiases ou bien les agents responsables de la maladie de sommeil. Donc, les trypanosomiases provoquées notamment par Trypanosoma brucei gambians et Trypanosoma brucei rhodosians ou bien Trypanosoma creusé peut également être recherché dans le sang. Juste une petite remarque, les Trypanosoma brucei, ce sont les agents responsables de la maladie de sommeil et les Trypanosoma creusés, ce sont les agents responsables de la maladie de Chagas. Mais tous les deux font partie du trypanosome. D'accord? Contrairement au plasmodium et au babesia, les trypanosomes sont des parasites extracellulaires. Ils sont allongés et possèdent un flagelle, donc ce sont des espèces flagellées. Ils peuvent être observés entre les cellules sanguines sur un frottis coloré, comme vous voyez dans cette image. Donc ils sont bien clairs et bien identifiés. Comme leur concentration dans le sang peut être très faible, des techniques de concentration peuvent parfois être associées au frottis afin d'améliorer la sensibilité au diagnostic. Le quatrième exemple, c'est les filarioses sanguines.
Donc, certains filarioses sanguines peuvent également être diagnostiqués par la recherche des microfilaires dans le sang périphérique. On peut notamment citer la filariose lymphatique due à Wuchereria bancrofti ou Brugia malayi, ainsi que certaines infections à l'Oaloa et Mansonella. Donc, dans ce cas-là, on est en train de parler sur des infections par des nématodes. Donc, c'est des vers responsables de parasitose sanguine par les nématodes. C'est les filaires. Donc, les microfilaires sont des larves allongées dont la taille, la morphologie et la présence ou l'absence d'une gaine peuvent aider à leur identification. Le moment du prélèvement est également important car certaines espèces présentent une périodicité nocturne ou diurne dans le sang. On a aussi d'autres parasitoses. Dans certains cas, d'autres parasitoses peuvent exceptionnellement être suspectées à partir d'un examen sanguin. Par exemple, dans la leishmaniose viscérale, les amastigotes de leishmania peuvent parfois être observés dans les cellules sanguines. Cependant, le sang périphérique est généralement moins sensible que d'autres prélèvements comme la moelle osseuse. De même, des tachyzoïdes de Toxoplasma gondii peuvent rarement être observés dans le sang, notamment dans certaines situations particulières, mais le frottis sanguin n'est pas l'examen de référence pour diagnostiquer la toxoplasmose. Et pour conclure, en pratique, les parasites les plus classiquement recherchés et identifiés sur un frottis sanguin sont donc les plasmodium, les babesia et les trypanosoma et les microfilaires. La qualité du prélèvement, la réalisation correcte de la coloration May-Granwell-Giemsa, le moment du prélèvement et l'expérience du microscopiste sont autant de facteurs importants pour obtenir un diagnostic fiable et un bon résultat. Donc voilà, maintenant, vous connaissez le principe du frottis sanguin, son rôle dans le diagnostic des parasitoses sanguines et les principaux parasites qui peuvent être recherchés grâce à cette technique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Parasito avec Céline sur YouTube et sur Instagram pour découvrir d'autres vidéos consacrées à la parasitologie. À très bientôt pour notre prochaine vidéo.